Donc je m'appelle Jonathan Mallard, je suis comédien et metteur en scène. Je viens de Bretagne, mais j'ai essaimé beaucoup pendant mes études. J'ai été faire un conservatoire à Montpellier, puis une licence, un master en art du spectacle. J'ai eu une compagnie sur Montpellier pendant 3 ans, un collectif d'acteurs. Et après, j'ai poursuivi mes études à l'École nationale supérieure d'art dramatique de Saint-Étienne, l'école de la comédie de Saint-Étienne, pendant 3 ans. Et par une succession de rencontres, je me retrouve ici à Reims maintenant pour 6 mois en tout cas à appartenir au premier projet de jeune troupe commune au CDN de Reims et de Colmar. Et donc c'est dans ce cadre-là que je me retrouve à créer mon 3e spectacle qui s'appelle Les Îles Singulières. Alors Les Îles Singulières, c'est une histoire de famille, une famille sétoise qui, comme c'est le cas pour beaucoup de familles de cette région de France, est une famille d'immigrés italiens lors de la vague d'immigration au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une famille qui est tout entière tournée vers la mer, puisqu'ils sont marins-pêcheurs de père en fils. La fable de cette histoire est très simple. Un dîner va être organisé par la mère, Louise, qui est veuve aujourd'hui, le patriarche étant décédé depuis quelques années. Et Louise veut réunir autour d'elle ses enfants, qui sont des adultes maintenant, qui ont chacun compagnons et compagnes, des enfants pour certains aussi. Et rien n'est simple, rien n'est évident à cette idée de réunir cette famille autour d'une table. Et on passe la journée dans la tête des uns et des autres, qui ressassent, qui tentent de comprendre, de se décider, de trouver le courage de nommer ce qui n'a pas été nommé. En tout cas, voilà, on se balade dans la tête des uns et des autres qui appréhendent tous le dîner du soir. Ça, c'est la fable cadre. J'ai décidé de le monter, ça faisait un moment que j'avais ce projet dans un coin de ma tête. Bon, je connais l'écriture de Jean-Baptiste Delamo depuis une dizaine d'années. Je suis très touché par ce qu'il fait, très intéressé par son écriture, qui pose un défi assez incroyable à qui veut l'adapter pour un plateau de théâtre, parce que ça n'a rien à voir avec une langue théâtrale. C'est très littéraire, c'est très assumé comme étant une langue très littéraire, et c'est très difficile à mettre en bouche pour des comédiens, des comédiennes. Mais c'était un défi que je trouvais assez excitant. Et par ailleurs, donc, pendant mes études à Montpellier, j'ai eu l'occasion de passer pas mal de temps dans ce lieu, Sète, qui est vraiment le berceau de cette histoire. C'est donc l'adaptation du 2e roman de Jean-Baptiste Delamo qui s'appelle Le Sel. Et voilà, c'est un territoire qui m'a beaucoup touché, le port de Sète, dans lequel j'ai passé pas mal de temps. Et les gens qui y vivent et la façon dont s'y organise cette micro-société. Voilà, j'étais très nourri de tout ça pendant mes études, et du coup, maintenant que j'ai eu un tout petit peu de temps pour porter un regard sur ces dernières années, sur mes dernières années de vie, je me suis rendu compte que c'était très lié aussi à ce territoire-là, et que j'étais plein de sensations, plein d'émotions, plein de souvenirs qui sont liés à cette ville, à ce port. Et donc c'était le bon moment pour moi pour m'attaquer à cette histoire sétoise, à la fois pour me confronter à cette écriture de Jean-Baptiste Delamo qui me fascine depuis longtemps, et qui m'intéresse depuis longtemps, et à la fois parce que je me sens encore tout plein de ces années que j'ai vécues dans cette région-là. C'est certain qu'il y a une part de moi qui est dans ce spectacle, mais si je fais bien mon travail, personne n'en saura jamais rien. La particularité avec cette histoire-là, celle que nous présente Jean-Baptiste Delamo, c'est que la vérité est multiple. La vérité est trouble. La vérité de ce qu'est l'histoire de cette famille. La vérité est subjective, c'est ce que nous raconte ce roman-là, et c'est aussi ce qui m'intéresse beaucoup avec cette histoire. C'est une bataille permanente de versions de l'histoire. Les mémoires individuelles des membres de cette famille se confrontent, s'affrontent,
pour tenter de dire pour chacun, chacune ce qu'est sa vérité. Et bien sûr, à l'intérieur, il y a mes vérités, mes pensées, ma subjectivité, la façon dont j'interprète ce qu'a cherché à nommer Jean-Baptiste Del-Amo, la façon dont je me nourris de ma propre histoire familiale, des figures au milieu desquelles j'ai grandi. Mais ce n'est pas un portrait de famille. C'est ce qui me plaît vraiment avec cette œuvre. Il y a autant de portraits de famille, de cette même famille qu'il y a de membres, comme une image qu'on essaierait d'attraper à travers un prisme de verre traversé par des rayons lumineux qui renvoient, qui diffractent une même image. La seule chose à laquelle on peut éventuellement se raccrocher, s'identifier, ce sont des archétypes. L'archétype de la mère, l'archétype du père, l'archétype du frère, de l'aîné, du benjamin. Tous ces archétypes sur lesquels a beaucoup travaillé Jean-Luc Lagarce également dans ses pièces. C'est exactement ces schémas-là qu'on retrouve. À partir du moment où on nomme un archétype, on ne peut qu'y projeter ceux qui nous sont propres et ceux qui nous ont entourés. Mais j'espère que cette histoire familiale est suffisamment trouble pour qu'aucune figure n'y soit simple. Alors on a complètement démonté le roman de Del-Amo en tout petits bouts qu'on a ensuite choisi de remonter. On a reconstruit une chronologie qui nous était propre. Mais c'est quelque chose à laquelle j'ai essayé d'être très attentif pendant ce travail-là, où en effet c'est des personnages qui n'ont pas l'habitude de parler. C'est une famille où on ne se parle pas du tout, et au-delà du cadre familial, c'est des taiseux. C'est des taiseux. Et quand on met des taiseux sur un plateau de théâtre et qu'ils sont obligés tout de même d'essayer de formuler des pensées, de formuler des ressentis, face à ces spectateurs témoins, qui seront peut-être les derniers témoins de ce qu'aura été pour chacun, chacune leur vérité, j'ai recherché dans la rythmique de construction et l'enchâssement des souvenirs et des morceaux de dialogue et des monologues plus personnels de chacun des personnages, de rendre compte de cette difficulté à nommer, de cette difficulté à parler. Et en effet, à chaque fois qu'il y en a un qui se lance, pour qui c'est le moment, forcément il va être interrompu, elle va être interrompue, parce que aucune de leurs vérités n'a le temps ni la place de se déployer complètement. Et c'est peut-être dans cette succession de strates qui s'accumulent, ces strates de pensée, ces strates de vérité, ces strates de petites histoires personnelles, qui au bout de 40 minutes, 45 minutes de spectacle, 50 minutes de spectacle, commencent à dessiner un monde. Pour moi, c'est cette rythmique-là de construction qui peut-être crée une espèce d'excitation intellectuelle pour les spectateurs, un ludisme pour les spectateurs, les spectatrices, de refaire eux-mêmes leur chemin à travers ce petit labyrinthe de souvenirs qu'on leur propose. Ils sont pas tranquilles, je les laisse pas tranquilles lorsqu'ils assistent à mes pièces. Je leur propose cette expérience-là. Cette expérience de faire leur chemin à travers un dédale qui prendra un certain nombre de temps à s'éclaircir. Du coup, je travaille à la construction de la succession des scènes dans ce sens-là. L'eau, c'est un matériau, une matière que j'ai beaucoup travaillé dans mes pièces précédentes, qui est présente au plateau sous différents formats. C'est un élément scénographique avec lequel j'aime travailler, qui se transforme, qui affecte le sol, qui le rend glissant, qui affecte les peaux. C'est un élément dont on peut saisir, c'est un élément dans lequel on peut se baigner, se noyer. Voilà, les symboliques qui entourent l'élément liquide m'intéressent énormément et je m'en sers beaucoup dans mes créations. Or là, j'avais décidé que, en accord avec mes sensations et mes souvenirs de Sète et du temps que j'y ai passé, que l'élément principal de cette scénographie deviendrait l'air, cette fois, pour cette nouvelle création. Alors c'est le cas. La scénographie s'organise autour de l'air, du vent.
mais je n'ai pas pu m'empêcher de retravailler également l'élément liquide. Ici, au-delà d'un certain nombre de métaphores qui en effet irriguent le texte, le spectacle s'ouvre sur les réveils successifs de chacun des personnages, les douches successives, ce phénomène ce besoin de lavement, de se défaire de se refaire à neuf pour cette journée, cette nouvelle journée qui pourrait tout changer. Et donc il y a le premier tiers du spectacle s'organise autour de ces instants de réveil, de douche, d'ablution matinale. Et donc l'eau est là, l'eau lave, et puis l'eau petit à petit se répand sur le plateau de plus en plus, jusqu'à rendre toute cette surface extrêmement glissante, dérapante, dangereuse. Et j'aime beaucoup ce que ça crée dans les corps de mes comédiens, de mes comédiennes, enfin avec ceux avec qui je travaille, parce que leur corps se transforme obligatoirement, ils sont dans une vigilance permanente pour ne pas déraper, et tout cela influe la manière dont ils parlent, influe la manière dont ils racontent les bouts de vie, et voilà, pour moi ça allait complètement avec la dramaturgie qui se construit petit à petit de l'histoire de cette famille. J'aimerais qu'en rentrant chez eux, ils prennent le temps de serrer très fort dans l'embarras les gens qui comptent. Et j'aimerais qu'ils aient envie et le désir puissant de s'en aller sur la côte, seuls, prendre un énorme bol d'air et un bon bol d'embrun, et de vivre pour eux.